je pense, que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce dernier nom de Dieu de la saison qui, pour l'occasion, et oui, tout arrive, reçoit sa Benjamine. Elle a en effet 33 ans, record battu. Elle est enseignante, essayiste, éditorialiste et journaliste. Caroline Fourest, bonsoir. Bonsoir. Diplômée en histoire, en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales et aussi en sciences politiques, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de communication politique obtenu à la Sorbonne. L'enseignement, tout d'abord, vous exercez à Sciences Po Paris dans le cadre d'un séminaire sur égalité, identité et vivre ensemble. Vos essais, impossible de les citer tous ici, signalons principalement Tir croisé, la laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans, paru en 2003 chez Kalman Levy et disponible désormais en livre de poche, un ouvrage écrit avec Fiametta Wener, avec laquelle vous avez par ailleurs fondé la revue Pro-Choix pour la défense du libre choix au sens large. La tentation obscurantiste, publiée chez Grasset et qui vous a valu en 2006 le prix du livre politique. Et plus récemment, Le choc des préjugés chez Kalman Levy, de nouveau, un ouvrage inspiré par les révoltes dans les banlieues de novembre 2005 en France. Pour le reste, n'hésitez pas à nous demander la bibliographie complète de Caroline Fourest à nom-de-Dieu en un mot @rtbf.be. Alors, votre plume, vous l'exercez aussi dans les colonnes de Charlie Hebdo et du journal Le Monde, notamment. Vos thèmes de prédilection, il en sera question ça et là dans cette émission, la laïcité, les droits des femmes et aussi des homosexuels. Nom de Dieu, ça promet. Caroline Fourest, moi, ce qui me frappe dans votre titre, c'est peut-être simplement une perception sélective, c'est le point d'exclamation. C'est votre enthousiasme, c'est le sens de la provoque ? J'ai essayé d'être le plus respectueusement irrévérencieuse et de souligner les révérences. Ça, c'est tout à fait vous, dans le fond. Vous avez un côté très classique quand on vous voit comme ça, mais il faut se méfier. Vous allez le prouver jusqu'à la fin de l'émission. Non pas de vous, mais de votre sens, de la lucidité et de la liberté. Ça, je pense que ce sont deux mots qui vous caractérisent. Est-ce que vous parvenez à les concilier avec ce titre tel que vous l'avez écrit, Nom de Dieu ? Alors, l'exercice a ses limites. C'est-à-dire que j'ai tenu au pluriel parce que s'il s'agit d'être irrévérencieuse, je préfère l'être et je tiens à l'être envers absolument tous les dieux sans exception et sans discrimination. Le nom est un peu peut-être exagéré au regard de mes travaux et de ma pensée. C'est-à-dire que je ne suis pas chargée de travailler réellement sur le refus du religieux. C'est pas le sens de mes livres et ceux qui l'ont lu le savent. Il y a des gens qui disent pourtant que vous êtes, je dirais pas anti-religieuse, mais presque. Je sais, mais en même temps, c'est un peu le procès d'intention classique. Quand vous travaillez sur l'intégrisme, il faut qu'on cherche absolument à comprendre pourquoi vous êtes motivé par ce sujet-là. Et ce qui vient souvent à l'idée des gens, c'est que vous êtes anti-religieuse. En réalité, si je suis tout à fait honnête, je pourrais pas travailler toute la journée sur des mouvements intégristes si j'avais pas une curiosité intellectuelle pour toutes les formes de culture, y compris la culture religieuse. Je lis les textes religieux, je travaille dessus toute la journée puisque je travaille sur ceux qui les déforment, qui les détournent, qui les instrumentalisent.
Et c'est très important pour moi de définir l'intégrisme, qui est donc bien le sujet de mes recherches, par le fait qu'il s'agit d'un mouvement politique avant tout. C'est une instrumentalisation politique du religieux. C'est là-dessus que je travaille, donc, et forcément sur les dérives les plus négatives, les plus liberticides. Donc on a le sentiment que je suis anti-religieuse. C'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai essayé de me documenter, comme je le fais avec chacun de mes invités. Alors, vous me direz si je me trompe. J'ai appris que, enfant, à Aix-en-Provence, vous étiez dans une école catholique, une école privée. Et puis, Libération, à l'âge de 12 ans, vous voilà à Paris dans une école publique. Est-ce que l'école catholique a laissé des traces en vous ? Oui, mais pas que négative. Alors, le côté positif, c'est que je pense que d'abord, j'ai été éduquée dans une très belle école. Il y avait une magnifique église au cœur de la cour de récréation. J'ai pas gardé des souvenirs très enthousiastes, mais j'ai fait ma première communion. J'ai refusé de faire ma communion solennelle, effectivement. Pas tellement par rejet, mais par ennui profond. C'est-à-dire que je ne trouvais pas là de stimulation intellectuelle qui me tienne tellement en vie. Quand je dis libération, c'était le fait d'arriver à Paris qui m'a libérée. C'est vraiment le fait de passer de la province à la capitale, parce qu'il y avait dans cette ville qu'est Paris une diversité, une richesse, une vitalité qui m'a fait énormément de bien. Et j'ai été heureuse d'aller dans l'école publique parce que j'ai enfin pu sortir d'un milieu social que je trouvais assez aseptisé et assez monocolore. Oui, pas tellement du fait d'ailleurs de ma famille, parce que j'ai une famille plutôt libérale au sens anglo-saxon et français du terme, c'est-à-dire au sens où ils ne m'ont jamais imposé ni d'idéologie, ni de filtre, ni de culture politique. C'est pas du tout leur façon de voir les choses. Donc j'ai été élevée à la fois dans un milieu où on pouvait communiquer très librement et exercer son esprit critique très librement, et en même temps j'allais la journée dans une école privée catholique où je ne rencontrais que des gens de mon milieu social, c'est-à-dire d'un milieu plutôt bourgeois, et où donc forcément je m'ennuyais assez fermement, oui. Alors, votre titre, ça ressemble à un blasphème, mais ce n'est pas un blasphème. Vous avez dit que vous vouliez vous adresser à tous les dieux, mais là, au sens du deuxième ou du troisième commandement, selon qu'on se situe dans le christianisme ou dans le judaïsme, on ne peut pas vraiment parler de blasphème. C'est une sorte, je dirais, d'acte manqué, de scrupule ? Peut-être, mais je vous l'ai dit, j'ai essayé d'être respectueusement irrévérencieuse. Je soutiendrai toujours les blasphémateurs parce que je pense que ce sont eux qui font avancer les libertés face aux tentations dogmatiques du religieux, et que c'est grâce à eux aussi que les religieux sont contenus dans leurs démons. Donc sans les blasphémateurs, il n'y a pas de contre-pouvoir au risque intégriste. Ça veut dire que, les gens qui sur Internet disent n'importe quoi sur Allah, sur Jésus, sur Bouddha, sur Mahomet, sur Yahvé, etc., sont les bienvenus pour vous. Je les défendrai contre ceux qui veulent les tuer. Ça n'est pas ma façon de m'exprimer, je ne ressens pas ce besoin-là. Ma façon à moi d'exercer ma vigilance, c'est au contraire plutôt d'être dans la précision que dans l'exagération. C'est-à-dire que j'essaie plutôt, au contraire, d'en permanence faire de la pédagogie sur la différence entre la culture et le religieux, entre le religieux et l'intégrisme, entre l'intégrisme et le terrorisme, par exemple. Mais, encore une fois, aujourd'hui, entre ceux qui veulent tuer et ceux qui veulent provoquer, je choisis ceux qui veulent provoquer. Comment faire, quand on est Caroline Forest, pour combattre l'homophobie et pas la théophobie, hein ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, là ? Est-ce que vous n'êtes pas une extrémiste anti-extrémiste ? Et si le fait de militer pour des valeurs qui garantissent la liberté de penser pour tous, l'égalité pour tous et le vivre ensemble, c'est être extrémiste, j'accepte la sentence volontiers, mais je n'accepte pas qu'on mette sur le même plan ce qu'on appelle facilement aujourd'hui les intégristes de la laïcité et les intégristes du religieux. Parce que, voilà, ils n'ont pas exactement le même impact. Être intégriste de la laïcité, au maximum, ça veut dire vouloir séparer à tout prix le politique du religieux, pour éviter que le religieux soit instrumentalisé par le politique et pour éviter que le religieux manipule le politique. C'est quelque chose qui n'a jamais, aujourd'hui, fait de mal à personne. Caroline Forest, l'intégrisme religieux, aujourd'hui, tue, pose des bombes, décapite et prend en otage. Donc je n'accepte pas l'équivalence. Et Caroline Forest n'est pas la Thérèse de Lisieux de la laïcité. Et je ne suis pas non plus, je vous assure qu'il existe beaucoup plus extrémistes que moi dans la défense de la laïcité. D'ailleurs, il m'attaque suffisamment pour que je le sache, puisqu'encore récemment, j'ai été traitée de tous les noms pour avoir, par exemple, pris position contre la discrimination d'une femme voilée à qui on refusait l'entrée dans un gîte, parce que je considère profondément que la laïcité, c'est la séparation du public et du privé,
qu'il faut des lieux comme l'école publique, par exemple, pour être protégés du prosélytisme religieux, face qu'on se découvre les uns les autres et qu'on apprenne la citoyenneté à l'abri de toute ingérence extrémiste ou religieuse, autant je suis pour cette laïcité-là, autant je suis fermement et violemment contre la discrimination des gens une fois qu'ils ont fait leur choix, et leur choix, y compris leur choix en toute conscience. Donc on peut estimer que c'est extrémiste, mais je crois que c'est surtout un procès d'intention qui essaie de faire plutôt les extrémistes que je dérange. Alors, je vous demande de bien vouloir mettre votre casquette Charlie Hebdo, et on va prendre deux de vos œuvres, si je puis dire. Une que vous partagez avec votre ami Fiammetta Wener, c'est le Charlie Hebdo hors série Charlie blasphème. Si vous voulez tout savoir sur les meilleures ou les pires façons de blasphémer, la différence entre un blasphème et un sacrilège, eh bien, je vous conseille la lecture de ce numéro spécial de Charlie Hebdo, qui faisait suite en fait à la parution le 8 février 2006 d'un numéro qui s'est vendu à près de 500 000 exemplaires. Je crois que c'est un des tubes de Charlie Hebdo depuis sa création, avec une qui a fait bondir beaucoup de musulmans, qui a d'ailleurs valu au directeur de la publication, votre ami Philippe Val, qu'on salue au passage, un procès, une décision en première instance du tribunal correctionnel de Paris, et puis une relaxe finalement par la Cour d'appel de Paris. On a été relaxé et en première instance et en Tout à fait. Mais disons que la Cour d'appel a confirmé la relaxe du tribunal correctionnel. Alors, quelle idée, c'était de la provocation quand même, de reproduire les 12 dessins, caricatures blasphématoires, provocatrices, maudites de ce journal danois en 2005 qui a fait bondir les musulmans du monde entier. Quel était le but? D'abord, je récuse l'idée que les musulmans du monde entier n'ont pas ri en regardant Charlie Hebdo, puisque beaucoup ont écrit pour nous remercier d'avoir et publié ces dessins, d'abord pour les découvrir, et aussi d'avoir apporté notre appareil critique. Pour nous, c'était très important. On n'a pas republié ces dessins comme ça. On les a sous-titrés, on a expliqué, on a pris la distance et on a rétabli le contexte dans lequel ils avaient été publiés. Et sur cette affaire, moi, j'ai vraiment acquis le sentiment qu'il y avait les littéralistes et ceux qui voulaient bien les remettre dans leur contexte. Il n'y a pas d'un côté simplement les musulmans et le reste du monde. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ces 12 dessins danois, en fait, moi, je les ai découverts bien avant la polémique. Je les connaissais 3 mois avant que des ambassades brûlent, qu'il y ait des manifestations un peu dans plusieurs pays. Il y a eu des morts aussi. Hein. Il y a eu des gens qui se sont bousculés par hystérie dans des manifestations provoquées et manipulées par des gouvernements comme la Syrie et l'Iran. Parce que vous savez, dans ces pays, les manifestations sont assez rarement spontanées. C'est-à-dire qu'on a volontiers déversé des gens dans les rues, on leur a désigné des ambassades, on leur a désigné un cocktail Molotov et un briquet pour faire une affaire pour des raisons tout à fait pragmatiques qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Dans le cadre de l'Iran, on était en pleine négociation déjà sur le nucléaire. Et dans le cadre de la Syrie, il y avait le dossier Hariri qui commençait à poser problème. Donc cette polémique détournait les regards d'un certain nombre de dossiers embêtants. Mais moi, je voulais revenir sur le contexte des dessins danois. Parce qu'aujourd'hui, dans la folie actuelle, on n'arrive plus à être capable de penser le contexte. Et ça, c'est un drame, parce que ce littéralisme-là va nous mener dans le mur. Je vous disais, j'ai vu ces dessins. C'est un ami iranien réfugié au Danemark qui me les a montrés quand le journal danois les a publiés la première fois. Il m'a dit, est-ce que Charlie Hebdo, vous êtes intéressé pour les publier? Et je lui ai dit, écoute Mehdi, ces dessins, ils n'ont pas tellement d'intérêt, je les trouve ni spécialement drôles, on a nos propres dessinateurs, je ne vois pas l'intérêt. Il m'a dit, écoute, c'est important pour nous parce que au Danemark, il n'y a plus un seul dessinateur qui accepte de faire un album illustré sur la vie de Mahomet. Et il faut savoir qu'au Danemark, c'est très important. L'album illustré est vraiment un lieu de culture important et très développé. Et il n'y a plus un dessinateur qui accepte de le faire parce qu'ils ont peur de mourir comme Theo Van Gogh. Donc Flemming Rose, qui est le chargé des pages culture de Jyllands-Posten, qui est un journal de centre-droit, contrairement à ce qu'on a raconté, Flemming Rose, qui s'est battu toute sa vie contre la censure, notamment contre la censure communiste, après avoir été communiste lui-même, a décidé de proposer à des dessinateurs danois de briser ce tabou, cette omerta, et de représenter Mahomet tel qu'il le voyait. Il ne leur a pas dit « faites-nous rire sur Mahomet, allez-y, provoquez, moquez-vous de Mahomet ». Pas du tout. Il leur a dit « pour vous, Mahomet, c'est qui aujourd'hui ?» Et sur 12 dessins qui ont été choisis, il y en a qui se moquent du Jyllands-Posten, il y en a beaucoup qui nous montrent un Mahomet assez bucolique, sur un soleil se couchant, assez beau, assez touchant, assez presque christique. Et il y a 2 dessins sur 12 qui posent la question du terrorisme et qui posent la question de l'intégrisme. Je me demande si dans le contexte actuel, les gens sont aveugles au point de se dire
si parmi ces 12 dessins, aucun n'avait essayé de poser la question du terrorisme, est-ce qu'on n'aurait pas été en pleine autocensure? Est-ce qu'on n'aurait pas été totalement à côté de la plaque? Est-ce que c'est pas une forme, pour le coup, de racisme que de considérer que les musulmans sont tellement susceptibles qu'on ne peut même pas poser la question de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité? Donc c'est ça qui a poussé le dessin à publier ces dessins, mais c'est pas ça qui nous a poussé à les publier. Ça, c'était au tout début de l'affaire. Ensuite, il y a eu une réaction absolument disproportionnée. Au début, il y a eu des manifestations de musulmans danois, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ensuite, ils sont allés chercher des mécènes dans le Golfe, à qui ils ont montré des faux dessins. Des dessins téléchargés sur Internet, immondes, racistes, pas blasphématoires, racistes, ignobles, qu'aucun dessin européen n'aurait jamais montré et n'a jamais montré. Et avec ces dessins-là, ils sont revenus avec des financements, des campagnes internationales qui ont déclenché la folie à laquelle on a assisté. Et quand Charlie Hebdo a décidé de publier ces 12 dessins, eh bien, nous avions un directeur d'un autre journal qui avait été limogé pour les avoir simplement montrés. Et nous avions des manifestations, François, nous avions des manifestations à Londres qui disaient liberté, mort à la liberté d'expression et Europe, prépare-toi à ton nouvel holocauste. Nous avons estimé en âme et conscience qu'il était de notre devoir de mettre un terme à cette folie par la raison, de montrer ces dessins pour ce qu'ils étaient, ni plus ni moins, tout en apportant le récit de ce contexte et en faisant une, celle de Cabu, qui justement est une réponse à ceux qui sont tentés par les amalgames, parce que nous avons mis en une un Mahomet qui a le sens de l'humour et qui se distingue des intégristes en fait, il les désapprouve. On ne pouvait pas faire mieux, honnêtement, dans le contexte actuel, pour essayer d'être à la fois dans la résistance à la tentation de l'autocensure, la résistance à une forme de lâcheté aussi, il faut bien le dire, parce que quand on a choisi notre une, on a évité à faire une sur Bouddha, on s'est dit qu'on aurait eu beaucoup moins d'ennuis. Et en même temps, on a essayé de passer un message qui est celui de Charlie Hebdo, qui est à la fois antiraciste et anti-intégriste.